celui du management toxique. Qui n'a pas entendu ou utilisé ce terme de toxicité, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans son cadre professionnel? C'est un terme qui est extrêmement usité. Il est tellement usité qu'il est rentré dans la jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. Donc, c'est vous dire à quel point, contrairement à un autre terme, et là j'attire votre attention de manière introductive pour bien faire la nuance sur le champ lexical qui est utilisé dans la loi, bien sûr, et ça on y reviendra, mais principalement dans la jurisprudence récente, sachant que la jurisprudence en matière de droit du travail est extrêmement importante. La jurisprudence est, dans toutes les matières du droit, toujours fondamentale, mais en matière du droit du travail, elle donne véritablement la température des évolutions sociétales. Donc, vous avez des termes, par exemple, qui ne rentrent absolument pas dans le champ lexical de la jurisprudence en matière de droit social. Par exemple, un terme de pervers narcissique. Ça ne rentre pas. Vous ne pouvez pas dire « j'ai un manager pervers narcissique », vous ne pouvez pas l'écrire dans un code de contestation et un avocat ne pourra pas l'écrire dans quelconque document que ce soit un document confidentiel ou encore moins dans un acte, dans une requête, dans des conclusions de quelque ordre que ce soit. Par contre, et c'est là la nuance, la subtilité même je dirais, c'est que la notion de management toxique, elle, est absolument rentrée dans le champ de la jurisprudence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de toxicité et d'où vient-elle? Vous n'êtes pas sans savoir, et j'imagine que vous êtes formé très régulièrement à ces questions-là, de harcèlement, de discrimination, que la question du management, du harcèlement managérial, est véritablement sur le devant de la scène dans l'entreprise, particulièrement depuis des cas qui ont été absolument gravissimes dans certaines structures, et notamment au sein de France Télécom, avant que la société migre vers Orange. Vous avez eu un procès retentissant, une procédure qui a duré à peu près 10 ans sur la vague de suicides qui avait eu lieu au sein de France Télécom. Alors, qu'est-ce que cet arrêt nous avait appris récemment, en tout cas, puisqu'il a été rendu récemment après 10 ans de procédure, je tiens à le signaler. C'est vous dire à quel point, même lorsque vous êtes face à un harcèlement managérial, on verra toutes ces nuances, tout l'arc-en-ciel précisément du champ lexical qui est utilisé pour mettre en avant les nuances de ce harcèlement, eh bien, la jurisprudence s'est vraiment recentrée précisément sur la question de la manière de cerner ce qu'est véritablement le harcèlement et quels sont ses contours dans l'entreprise, principalement, je dirais, depuis le procès France Télécom. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est le management? Avant de parler de la toxicité du management. On pense savoir ce que c'est le management, mais il est bon de le rappeler. Le management, c'est une science qui est basée sur des concepts érodés, pratico-pratiques, qui ont fait leurs preuves. Et en même temps, c'est un art qui est pratiqué selon la personnalité de chaque manager. Chaque manager va broder son propre ouvrage selon la perception de son rôle. Or, il arrive parfois que cette perception managériale soit à l'antipode de la finalité du management. Et quelle est la finalité du management? C'est créer les meilleures conditions de travail pour permettre aux collaborateurs de performer. Alors là, vous voyez que dans cette définition du management, vous cernez immédiatement, et ça c'est une définition communément admise, la tension très forte dans laquelle se trouve le manager, quel que soit son niveau hiérarchique au niveau de l'entreprise. D'un côté, le manager doit s'assurer pour l'employeur, c'est-à-dire il est celui qui va permettre à l'employeur d'appliquer les meilleures conditions de travail, c'est-à-dire de faire en sorte que l'obligation de sécurité de résultat, et je le répète à chaque fois, qui n'est pas une obligation de moyens, la santé et la sécurité des salariés, que ce soit dans le privé ou que ce soit des fonctionnaires de la fonction publique, des agents de la fonction publique, eh bien c'est une règle absolue, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de s'en dégager, sauf à le prouver. Ce n'est donc pas une obligation de moyens, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas dire « eh bien, j'ai fait le maximum pour prévenir les conditions de harcèlement, de risques psychosociaux ou de discrimination »,
ou quelques difficultés que ce soit au sein de l'entreprise pour que la sécurité, c'est-à-dire la santé physique et psychique des salariés ou des agents de la fonction publique, soit absolument protégée. Donc, c'est dire à quel point cette obligation de résultat qui pèse sur l'employeur lui-même, eh bien, qui va en être le dépositaire? C'est pas le grand CEO, c'est pas le chef d'entreprise qui est à la tête de l'entreprise, c'est pas non plus le directeur des ressources humaines, ça va être le manager. Et c'est là toute la difficulté d'assumer, je dirais, des fonctions managériales parce que vous êtes soumis à cette obligation de porter cette obligation de résultat de l'employeur en termes de santé et de sécurité des salariés. Et d'un autre côté, vous devez là aussi respecter les obligations en termes de performance économique ou de quelque ordre que ce soit, dans quelconque service que vous pouvez être, dans lequel vous pouvez voilà, diriger un service ou pas, ou tout simplement une équipe, eh bien, vous devez à la fois performer. C'est-à-dire que d'un côté, le manager doit remplir en lieu et place et pas de manière cosmétique, pas simplement à travers une circulaire interne, mais de manière pratique au quotidien. Il doit permettre à l'employeur de dire, eh bien oui, je respecte mes obligations de sécurité qui concernent la santé et physique et psychique de tous les collaborateurs, et en même temps, le manager doit performer pour l'entreprise. Donc c'est une tension qui n'est pas évidente à tenir pour les managers et qui peut être précisément source de mal-être au travail et qui peut se transformer justement en un climat assez toxique qui sera source de burn-out, de harcèlement, de discrimination et parfois de démission ou de licenciement des équipes. Ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à France Télécom, qui est depuis devenue Orange, est précisément rentré dans la jurisprudence parce cet arrêt permet de balayer de manière complètement intégrale, je dirais, toutes les nuances du pire que peut être le management. Je rappelle pour les faits, parce que c'est très important de vous situer, et ça va nous permettre, à travers cet arrêt France Télécom, de rentrer dans le vif du sujet. Le 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris, donc là, on n'est pas devant le Conseil des prud'hommes, on n'est pas simplement dans le droit du travail stricto sensu, on est dans un cadre correctionnel, c'est-à-dire pénal, délictuel, à savoir qu'il y a eu donc une vague de suicides dont était tenu responsable France Télécom dans toutes ses dimensions. Donc, il rend son verdict contre donc France Télécom et 3 de ses anciens dirigeants pour harcèlement moral. C'est un procès fleuve qui s'est tenu pendant 2 mois, 46 audiences et qui a marqué un tournant historique dans l'histoire du management et du droit du travail. Pour la première fois, une entreprise du CAC 40 a été jugée pour harcèlement moral institutionnel. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment big picture, c'est-à-dire qu'on est dans une vision systémique du harcèlement. Donc, depuis 2008 et 2019, France Télécom avait fait la une des médias, non pour ses réalisations, mais pour les suicides, les tentatives de suicide de ses employés. Et le tribunal avait examiné à ce moment-là les cas de 39 salariés, dont 19 s'étaient suicidés et 12 avaient tenté de le faire, et 8 avaient vécu des épisodes de très grave dépression ou des arrêts de travail. Ce qui est inédit dans cette affaire, c'est que certains suicidés se sont donné la mort sur le lieu de travail. D'autres ont laissé des lettres ou des indices qui mettaient en cause leur employeur, notamment un employé marseillais qui s'appelait Michel de Paris, qui s'était donné la mort chez lui en laissant une lettre qui dénonçait les pratiques managériales de l'entreprise. À la fin donc de la première décennie, France Télécom s'est donc illustré comme étant, on va dire, l'entreprise au sein de laquelle il ne fait pas bon travailler. Et tout cela, cet harcèlement managérial institutionnel, dit maintenant systémique, la notion maintenant c'est de systémie dans la jurisprudence récente, eh bien donc elle est apparue avec cet arrêt France Télécom, précisément parce que France Télécom avait fait face à une très grande, à des obligations de transformation de l'entreprise et qui avait provoqué donc ce management extrêmement brutal de la part des dirigeants de France Télécom. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation de 2024 récent qui lui aussi, alors vous voyez, je vous fais un switch,
entre 2008 et aujourd'hui 2024-2025, qui lui a tracé une ligne claire pour fixer le seuil du management brutal, toxique en milieu professionnel. Donc, le harcèlement managérial brutal et toxique, eh bien, il n'inclut pas simplement le managérial institutionnel, systémique, comme ça a été le cas de France Télécom, c'est-à-dire qu'il concernerait un panel important de nombreux salariés. Mais le seuil qui a été fixé par la jurisprudence, je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Je reprends. Donc, cet arrêt de la Cour de cassation a restreint encore plus les contours des condamnations en termes de harcèlement managérial toxique. Eh bien, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de mettre en cause un harcèlement institutionnel, comme ça avait été le cas chez France Télécom. Il suffit pour mettre en cause un manager et sa hiérarchie, la direction. Le seuil est établi désormais à la démission de 2 salariés seulement. Le placement en arrêt de travail pour un salarié et une souffrance généralisée au sein des équipes qui serait constatée notamment à travers une enquête interne. Et là, c'est très intéressant parce que désormais, les entreprises disposent, grâce à cet arrêt récent de la Cour de cassation, des outils nécessaires pour identifier et traiter efficacement les cas de management abusif. Alors vous qui m'écoutez, qui êtes assistants sociaux, médecins du travail ou RH, je tenais absolument à vous faire part de cet arrêt récent de la Cour de cassation pour vous montrer à quel point aujourd'hui la jurisprudence permet de délimiter très précisément les contours de la loi. La loi, elle est plutôt générale, et j'y reviendrai, et la jurisprudence permet de déterminer les éléments de fait sur le lieu du travail qui vont permettre de définir si oui ou non on est face à un harcèlement managérial toxique. Donc, je répète les 3 conditions, qui ne sont pas des conditions cumulatives, mais qui sont des conditions sine qua non pour faire valoir la toxicité d'un management. C'est la démission de 2 salariés, le placement en arrêt de travail pour un salarié et la souffrance généralisée qui aurait été constatée au sein des équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, la toxicité au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement un climat de travail délétère qui impacte la motivation, la productivité ou la santé des salariés, ça se manifeste par des comportements qui sont inadaptés. Et quels sont ces comportements inadaptés? Et vous allez voir, vous avez un champ là aussi de posture au niveau des managers qui passe de la grande froideur au trop d'empathie, au trop de motivation des équipes, et tout ces postures peuvent être qualifiées aujourd'hui de management toxique. C'est là-dessus que j'attire aussi votre attention. C'est que puisque ce webinaire est censé, est censé vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus clair sur ce qu'est le management toxique, le définir et accompagner les collaborateurs vers des contestations positives, argumentées, étayées, avec le maximum de preuves ou le maximum un faisceau d'indices au maximum concordant, attestant de la toxicité du management, eh bien, le webinaire d'aujourd'hui va vous permettre aussi de voir à quel point il est difficile d'être un manager et parfois, quelle que soit la posture que l'on peut adopter, eh bien, on n'est jamais dans la bonne posture puisque la jurisprudence récente peut condamner tout un faisceau de sentiments ou de postures qui passe donc d'une certaine froideur à un trop d'empathie à l'égard de ces salariés. Vous avez donc plusieurs facteurs qui concernent le management toxique. Vous avez d'abord la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quelque chose de très important et le salarié est censé savoir où il met les pieds. On dit d'ailleurs que lorsqu'on accepte un contrat de travail, il faut toujours être attentif aux signaux forts et aux signaux faibles que l'on constate lors de l'entretien. Et en général, les signaux faibles, eh bien, c'est la culture
d'entreprise. Vous avez d'ailleurs vu fleurir sur Instagram ou sur Facebook ou sur quelconque réseau social que ce soit, les balance ta boîte de pub, balance même ton cabinet d'avocat pour certains collaborateurs qui se sentaient harcelés par des associés et qui l'ont été véritablement. Vous avez dans tout type de société, vous avez maintenant ces hashtags balance ta culture d'entreprise, je dirais, malsaine. Donc, la première chose à identifier, c'est la culture d'entreprise. Ça, effectivement, vous qui êtes des praticiens, donc assistants sociaux, médecins du travail, RH, vous ne pouvez pas révolutionner, évidemment, une culture d'entreprise du jour au lendemain, mais au moins identifier les écueils inhérents à tel ou tel milieu professionnel. Ça, c'est au niveau de l'entreprise de manière large. Et vous avez un niveau micro qui, lui, va être le manque de formation des managers. Alors aujourd'hui, vous avez une grande pression sur les managers, à savoir que souvent, et vous voyez, c'est un biais, j'attire votre attention sur ce point-là, un biais extrêmement négatif, c'est lorsque un déficit de management est observé chez un manager, en général, l'entreprise va lui proposer une sorte de coaching ou de formation en interne pour qu'il puisse mieux manager ses équipes. Mais, en tant qu'avocat, ce que je peux vous dire, c'est lorsqu'une entreprise propose ce type de formation à l'un de ses managers, c'est très mauvais signe et c'est en général une manière de dire tu as des insuffisances professionnelles, tu ne sais pas manager tes équipes, on te propose de faire une formation, mais sache que c'est une sorte d'avertissement voilé. Alors ça, j'insiste. Vous voyez, c'est la deuxième partie de mon propos. La première partie, je le répète, c'est comment se défendre lorsqu'on a été harcelé dans le cadre d'un contexte toxique. Mais la deuxième partie de mon propos, c'est aussi mettre, insister, alerter les managers sur les éléments qui pourraient les inquiéter et leur faire comprendre qu'ils sont sur le point, on va dire, d'être licenciés. Donc, vous voyez, ça, c'est un biais très subtil et très malsain, parce que je l'ai constaté dans énormément de dossiers, c'est que l'employeur, lorsqu'il constate qu'un de ses managers n'est pas assez performant, eh bien, il va lui offrir une formation. Et en général, c'est une formation pour lui faire comprendre quelques mois plus tard, ah oui, bah, on t'a donné une formation, tu n'as pas forcément changé tes pratiques managériales, donc on te licencie. Vous avez un troisième point qui est extrêmement facile à observer pour cibler un harcèlement managérial toxique, c'est la pression excessive sur les résultats. Lorsque vous avez un manager qui fixe des attentes irréalistes ou des objectifs inatteignables à ses équipes, eh bien, les managers vont avoir clairement ce qu'on appelle des méthodes oppressives. Ça aussi, c'est un terme qui est utilisé et repris dans la jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, des méthodes oppressives. Vous voyez, c'est fort. Et vous avez aussi quelque chose qui est extrêmement subtil, là aussi. Et j'attire votre attention là-dessus. Donc là, vous voyez, on va se replacer du côté du manager qui doit se défendre de ne pas harceler ses équipes. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle un effet de mimétisme. C'est-à-dire que le manager lui-même, qui quand bien même il aurait un niveau hiérarchique assez important, mais n'est pas au top management, n'est pas au niveau de la direction, eh bien la direction va lui faire subir une pression. Et lui, de ce fait, comme par un effet domino, va faire subir une pression à ses propres équipes. Donc vous voyez, je récapitule les 4 aspects qu'on retrouve le plus communément dans la jurisprudence de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, c'est la culture d'entreprise malsaine, le manque de formation des managers, la pression excessive sur les résultats et l'effet de mimétisme. Là où les managers peuvent se défendre lorsqu'ils sont accusés à tort de mal gérer leurs équipes, c'est en disant qu'ils ont une pression excessive sur les résultats et qu'ils sont eux-mêmes harcelés par le top management et que par effet domino, ils harcèlent leurs équipes. Voilà, donc ça c'était un point sur lequel je voulais vraiment attirer votre attention. Maintenant, si on devait analyser les types de management précisément qui sont ciblés par la jurisprudence récente, et bien là aussi, donc vous allez voir que vous avez un arc-en-ciel de pratiques. Vous avez d'abord le micromanagement. Je pense que vous connaissez
cette expression là aussi, qui est une expression récente comme le management toxique, c'est rentré dans le champ lexical de la jurisprudence récente. Le micromanager, c'est un manager qui est obsédé par le contrôle et qui cherche à superviser constamment le travail de ses subordonnés. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur leur dos. Il a des difficultés à déléguer les tâches. Il préfère s'impliquer personnellement dans chaque décision, même les décisions les plus mineures. Sa présence peut être vécue comme étouffante et peut nuire à l'autonomie et à la créativité des employés. Là aussi, c'est un terme que la jurisprudence reprend très souvent et c'est un signal d'alerte extrêmement important chez les collaborateurs en souffrance que vous pouvez recevoir. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'a plus d'autonomie dans son travail, eh bien, il peut souffrir d'un micro-management toxique. Vous avez la deuxième posture, là aussi qu'on retrouve beaucoup dans la jurisprudence, qui est le tyran tout simplement. Lui, il est facilement identifiable. C'est un manager autoritaire qui impose son autorité par la peur et par l'intimidation. Il va donner des ordres de manière abrupte, il va humilier publiquement ceux qui ne respectent pas ses exigences. Ce style de management va créer un climat de tension permanente au sein des équipes avec des conséquences évidemment néfastes sur la motivation et la productivité des employés. Là aussi, j'attire votre attention, que ce soit du côté salarié ou que ce soit du côté manager. L'humiliation publique est à proscrire absolument. Il y a 3 niveaux d'humiliation publique sur lesquels il faut être absolument attentif. Vous avez l'humiliation publique stricto sensu, c'est-à-dire à l'occasion d'une réunion, vous allez interpeller tel ou tel salarié qui est sous votre subordination et vous allez critiquer ses résultats, vous allez lui faire honte ou au pire, vous allez l'insulter, le traiter d'idiot ou pire, vous allez être vulgaire à son égard. Là, c'est un strapontin pour être dégagé direct de la structure dans laquelle vous êtes. Et j'insiste sur ce point-là, je vous invite vraiment bien à m'écouter, et cela, peu importe les résultats que vous apportez à l'entreprise. Il m'est arrivé de défendre des salariés. Je vous remercie pour faire mon micro. Non, mais j'ai lu le mail et puis... Ouais. Merci. Donc, ce point-là est extrêmement important. C'est que beaucoup de managers vont se défendre en disant, mais vous vous rendez compte les résultats que j'ai apportés à l'entreprise depuis tant et tant et tant d'années et on me licencie parce que à un moment où j'étais trop pressurisée, j'ai humilié un tel ou un tel en public. Oui, et 100 fois oui. Récemment, j'étais à la cour d'appel à Paris. Eh bien, j'ai défendu l'un de mes clients qui avait des résultats extraordinaires sur le plan commercial, qui gérait très bien ses équipes, en tout cas une partie de ses équipes. Et il y a une toute petite partie de ses équipes, il gérait des grandes équipes, hein. Il avait sous sa responsabilité 300 collaborateurs. Eh bien, vous avez eu une dizaine de collaborateurs qui se sont plaints de son humour, de ses blagues graveleuses, de sa manière de gérer très paternaliste et parfois très humiliante. Eh bien, l'humiliation publique, c'est une catastrophe. Et l'employeur a toute latitude pour vous licencier pour faute grave du jour au lendemain. Ça, c'est un premier point public. C'est un premier point extrêmement important, l'humiliation publique. Ça, c'est assez évident en termes de lecture, mais vous avez des humiliations plus subtiles. Vous avez des humiliations, par exemple, sur un desk. Vous avez des humiliations qui vont se situer dans un cadre où vous avez un open space. Et ça, c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de structures. Un manager va penser qu'il est dans un dialogue, en sorte de tête-à-tête avec le collaborateur à qui il est en train de faire des reproches. Il va oublier, alors là, vous voyez, on n'est pas dans une réunion stricto sensu, mais on est dans un open space où tout le monde se parle et tout le monde s'interpelle. Eh bien, il faut être extrêmement vigilant à toutes les interactions que vous pouvez avoir dans un open space, parce qu'effectivement, la personne que vous aurez blessée, humiliée, à qui vous aurez fait des reproches, qu'il soit justifié ou pas d'ailleurs, parce que il m'est arrivé de défendre des managers qui reprochaient à tel ou tel de leurs collaborateurs une forme d'insuffisance professionnelle. Ils l'ont fait one-to-one, en face à face avec la personne, sauf qu'ils l'ont fait dans un open space. Et le collaborateur qui s'est senti humilié, là aussi, a pu mettre en avant que ces reproches avaient été faits dans un cadre public. Et vous avez un troisième niveau qui, lui, est très subtil, mais extrêmement important, c'est l'humiliation lors d'une visio. Télétravail oblige, aujourd'hui, même si ça s'est réduit le télétravail, mais la plupart des salariés ont 1 à 2 jours de télétravail. Lorsque vous faites une réunion par télétravail, faites très attention, même en visio, à ne pas interpeller de manière un peu abrupte. Par exemple, moi j'ai eu
une manager qui ne supportait plus faire des visios avec des gens qui avaient leur caméra fermée. On peut comprendre sa frustration. Eh bien, elle a interpellé l'un des collaborateurs qui avait l'habitude de faire ça, mais de manière un peu brutale. Ou par exemple, elle faisait très attention, là aussi c'est une forme de micromanagement, à regarder quand les gens se connectaient ou pas. Et elle était un petit peu plus souple avec ses propres pratiques en termes de connexion sur le réseau, sur les réunions. Donc, c'était une manageuse qui demandait à ses équipes d'être super ponctuelles lorsqu'il y avait des réunions en visio et qui elle-même n'était pas extrêmement rigoureuse au niveau des horaires. Et bien, ça lui a été reproché. De même qu'il lui a été reproché lors d'une réunion en visio d'interpeller l'un des collaborateurs sur le chat de manière irrespectueuse. Donc, vous voyez, c'est une notion extrêmement importante, la question de tyrannie. Évidemment, on l'entend comme étant relevant d'une forme d'oppression ou d'humiliation publique. Et ben, cette question d'humiliation publique, il faut être extrêmement vigilant puisqu'elle peut se situer aussi dans des espaces soit voilà, distanciels, soit présentiels, sur lesquels on n'aurait pas une vision très très nette de la gravité, on va dire, de la mauvaise interaction qu'on peut avoir avec ses collaborateurs. Vous avez une troisième personnalité en termes de manager qui est ciblée par la jurisprudence, c'est la personnalité caméléon. C'est un manager qui va changer tout le temps d'avis et de comportement selon ses interlocuteurs ou les circonstances. Ou alors, il va faire un jeu, ce qu'on appelle en psychiatrie moderne de double bind, c'est-à-dire qu'il va jouer sur, il va mettre en concurrence, par exemple, des collaborateurs, ou il va surcharger certains de ses collaborateurs et alléger certains autres. En tout cas, une attitude qui est inconstante, pardon, et l'inconstance dans la pratique managériale est aussi ciblée par la jurisprudence récente parce qu'elle engendre des conflits et nuit à la confiance au sein des équipes. Vous avez une 13e forme de management qui est aussi facile que le management tyrannique à cibler, c'est le manager qui est distant, absolument distant, même absent, qui est peu impliqué, qui est toujours débordé par sa responsabilité, qui est rarement présent physiquement ou mentalement lors des réunions pour soutenir son équipe dans des moments clés. Eh bien, ce type de management peut créer ce qu'on appelle un sentiment d'abandon chez les employés qui vont se sentir livrés à eux-mêmes sans le support de l'encadrement nécessaire. Et vous avez deux derniers types de managers. Alors ça, je ne vais pas vous passer tout l'arc-en-ciel du management toxique, mais là, je vous mets en évidence les types de management qui sont vraiment censurés par les arrêts récents de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. Vous avez le manager égoïste, qui lui va être orienté sur sa propre réussite, quitte à sacrifier celle de son équipe. J'ai eu le cas d'un manager dont l'entreprise avait été rachetée par une autre entreprise. Et lorsqu'il a fait des interviews avec différents services dans la nouvelle entreprise, il s'est bien gardé de promouvoir son ancienne équipe. Et il s'est attribué, par exemple, tous les succès collectif et ses échecs, il en a rejeté la responsabilité sur ses subordonnés. Ce type de management, et là aussi, écoutez bien ce que dit la jurisprudence, elle engendre un climat de compétition salariale entre les membres de l'équipe et là va nuire aussi à la cohésion et à la solidarité du groupe. Enfin, vous avez le manager, alors là, qui n'est pas, lui, le manager absent ou distant, vous avez le manager fantôme, qui, lui, est pris par des activités extérieures à l'entreprise, qui évite tout contact direct avec ses subordonnés, qui passe toujours par une autre personne et qui se réfugie derrière son autorité hiérarchique et délègue presque toutes ses responsabilités à d'autres membres de l'équipe sans pour autant partager le pouvoir ni reconnaître leurs efforts. Donc, vous voyez, tous ces types de management sont censurés par les cours de cassation. Et dans ces cas-là, il est très difficile pour un manager de dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Encore une fois, quand bien même il aura apporté des résultats formidables à l'entreprise pour laquelle il travaille, quand bien même il aurait été un excellent manager pour une partie de ses équipes, il suffit qu'une partie, même une plus petite partie, une partie moins importante de ses équipes soit en souffrance, eh bien, le licenciement sera confirmé. Alors, pour continuer sur cette vision, comme ça on essaye de voir, de descendre comme en entonnoir, que fait-on quand on est précisément
quand on se sent précisément harcelé dans le cadre d'un management qu'on estime être un management toxique, eh bien, vous devez envisager plusieurs choses. D'abord, ce qui est extrêmement important, c'est que le harcèlement managérial toxique, il concerne, comme je vous l'ai dit dans l'arrêt de la Cour de cassation récent que je vous ai signalé, c'est pas obligatoire que la toxicité du management touche l'ensemble du service. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi je vous le dis? Parce que pour les salariés, les collaborateurs que vous accompagnez qui sont en souffrance au travail, ce n'est pas parce que la majorité des équipes acceptent les pratiques managériales toxiques que la personne n'a pas le droit de se sentir légitime à amener des difficultés dans ses relations avec son manager. Donc, le harcèlement managérial, il touche, comme je vous l'ai dit, un salarié déterminé. Qu'est-ce que le harcèlement? Là, on a beaucoup parlé de tout le champ lexical de ce qu'est la toxicité, de l'arc-en-ciel de la toxicité, des types de managers. Mais là, je vais quand même vous rappeler ce qu'est le harcèlement. Le harcèlement, ce sont des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du salarié. Donc, ces points-là sont extrêmement importants et je vous les réitère. Les agissements répétés, évidemment, on a l'impression qu'en matière de harcèlement, il faut avoir été harcelé très longtemps, à de très nombreuses reprises. C'est faux. En matière de harcèlement sexuel, il suffit d'une seule fois, ou de propos sexistes, il suffit d'une seule fois pour caractériser un contexte de harcèlement. Pour tout ce qui relève du harcèlement moral, il faut au moins une répétition, c'est-à-dire tout simplement 2 fois. Donc, bien sûr, ce que je conseille aux collaborateurs que vous accompagnez et que je reçois au cabinet, c'est de ne pas sauter au plafond dès qu'il y a une première difficulté avec le manager. Par contre, l'idée n'est pas d'alerter tous les services, la médecine du travail, les RH ou même les assistants sociaux. L'idée, c'est de faire des écrits, d'écrire à ce manager et de lui dire, voilà, nous avons eu une interaction ou lors de la réunion, je me suis estimée mis de côté ou déchargée de certaines responsabilités ou surchargée de certaines responsabilités ou je trouve que tu m'as mal parlé ou les termes que tu emploies n'étaient pas adéquats. J'aimerais qu'on en discute. Ça, c'est la première des choses à faire. Il faut passer par une interaction informelle et formelle en même temps. C'est-à-dire qu'il faut formaliser en écrivant un mail et en écrivant un mail sans mettre dans la boucle l'ensemble des services de l'entreprise qui accompagnent le collaborateur, c'est-à-dire les services sociaux, RH, médecine du travail, etc. Ce que je vous dis, c'est extrêmement important parce que sinon, le salarié peut être considéré comme étant un salarié qui grossit des situations de conflits qui pourraient être réglées de manière beaucoup plus tranquille en interne. Donc, la subtilité, et là aussi, je vous invite vraiment à noter cette posture subtile, oui, précisément, c'est que il ne faut pas mettre dans la boucle les services ou d'autres ou la hiérarchie lorsqu'il y a un premier événement de harcèlement. Par contre, il faut formaliser les choses par un écrit et ne pas hésiter à intégrer le champ lexical du harcèlement managérial toxique qui se retrouve dans la jurisprudence récente. Je vous mettrai sur la médiathèque juridique sur le site, sur l'onglet donc médiathèque juridique du site de notre site, buchinger-rubin.com, tout le champ lexical que vous pouvez soit vous intégrer, vous, services sociaux ou autres, ou alors le collaborateur lui-même. Ça permettra à cette personne-là de se sentir défendue, c'est-à-dire de réaliser un écrit qui soit suffisamment d'équerre avec la jurisprudence récente. Et on ne pourra pas reprocher à ce collaborateur de dire « Ah, mais je ne comprends pas, tu n'as pas fait remonter la situation. » Donc, premier élément, il faut pouvoir mettre en avant une situation de harcèlement managérial, toxique,
avant même qu'il y ait cet élément de répétition, c'est-à-dire qu'il y ait une deuxième fois. Ce qu'il faut mettre aussi dans les écrits, c'est il faut pouvoir décrire la dégradation des conditions de travail. C'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme de dégradation? Eh ben, c'est comme lorsque que vous conduisez, que vous êtes avec une voiture manuelle, vous rétrogradez. Vous allez moins vite. Vous étiez à une bonne vitesse, il y a des bouchons sur le périphérique, vous devez rétrograder. Eh bien, c'est pareil quand on parle c'est pour ça que je voulais vous donner une vision un peu précisément visuelle, c'est-à-dire que le terme de dégradation, il part d'une situation qui est plutôt optimale, qui est positive pour le salarié, et une position en fait qui se dégrade en fait où il doit ralentir, soit dans sa posture, soit dans son engagement dans l'entreprise, soit voilà et précisément dans ce qu'il produit. Il y a une dégradation. Il était très bien avec ses collègues, il va moins bien avec ses collègues. Il avait une très bonne communication avec son manager, il était heureux au travail, il est plus malheureux au travail. Donc l'idée, c'est de décrire ce ralentissement, comme dans cette image que je vous ai produite avec une voiture avec laquelle on rétrograde. Il y a quelque chose qui se dilue, il y a quelque chose qui diminue dans les conditions de travail. Et il ne faut pas simplement pointer la dégradation des conditions de travail, il faut pointer le fait que cette dégradation, elle a pour effet de porter atteinte à vos droits et à votre dignité. Donc ça, c'est assez facile, d'une certaine manière, à mettre en avant. La dignité, c'est de dire, voilà, tu m'as mal parlé devant les gens, ou mes droits, c'est-à-dire, voilà, les droits substantiels en tant que salarié. Par exemple, lorsque quelqu'un dépasse les horaires de manière très systématique et qu'il n'est pas payé en ce sens, en retour, voilà, quand il fait des heures supplémentaires de manière abusive, c'est une atteinte à ses droits. Quand une personne est humiliée publiquement, c'est une atteinte à sa dignité. Vous avez d'autres éléments qui sont très importants, c'est l'altération de la santé physique ou mentale. L'altération de la santé physique ou mentale, là aussi, il faut pouvoir la documenter en ayant des certificats du médecin du travail ou alors de votre médecin traitant. Et c'est ce que je vous disais dans l'arrêt récent de la Cour d'appel, à savoir que le fait d'être en arrêt de travail peut être un des critères pour précisément définir un harcèlement managérial toxique. Voilà. Et enfin, vous avez une autre notion qui est très importante et qui est assez nouvelle dans la jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, c'est que si ce harcèlement compromet votre avenir professionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être à terre, vous n'êtes pas obligé d'être en dépression, vous n'êtes pas obligé de produire des certificats de contexte de harcèlement professionnel ou de burn-out par votre médecin du travail. Vous n'êtes pas donc obligé de démontrer que vous êtes en grande souffrance. Il suffit de démontrer que l'attitude de votre manager compromet votre avenir professionnel. Par exemple, j'ai eu le cas d'une salariée qui était très bien dans l'entreprise, qui s'entendait très bien avec tout le monde et qui, parce que son manager était un peu insistant sur le plan de la proximité avec elle, lui avait mis une évaluation annuelle très dégradée et qui n'était pas en lien avec ses résultats objectifs. Eh bien, il l'a fait pour des raisons malsaines qui lui appartiennent, parce que peut-être que cette femme avait refusé d'être son amie ou même plus que ça. Et on a pu mettre en avant que la mauvaise évaluation annuelle de son manager ne venait pas d'une question de compétence ou du fait que voilà qu'il y avait une dégradation dans ses résultats, mais tout simplement d'une volonté de compromettre son avenir professionnel. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, la répétition, ça peut être que 2 fois, comme je vous dis. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps à dénoncer des contextes abusifs. Quels sont les 4 types de harcèlement qu'on retrouve de manière générale au sein d'une entreprise ou de la fonction publique? C'est le harcèlement moral, bien sûr, que je viens de vous étayer. Vous avez le harcèlement sexuel, qui n'est pas le harcèlement sexuel comme on peut s'imaginer stricto sensu, où quelqu'un vous attrape dans un couloir. Ça peut être bien sûr des propos, des comportements qui viennent d'une ou plusieurs personnes. Par exemple, si vous avez dans votre équipe plusieurs hommes, même des femmes, ça peut être, qui vont cibler telle ou telle partie de votre physique, ou même vous flatter, ou même vous faire des compliments, eh bien, ce n'est pas parce que la responsabilité est en quelque sorte diluée que c'est devenu une sorte
je dirais, de blagues un petit peu en interne, où tout le monde dit « Ah, t'as des beaux cheveux aujourd'hui » ou « Ah, ta jupe, elle te va bien, ça met bien en évidence tes formes », ce genre de choses. C'est pas parce que plusieurs personnes l'ont dit qu'il n'y a pas de harcèlement sexuel en termes de propos sexistes ou de comportements à connotation sexuelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça aussi, je voulais vous faire un point sur le harcèlement sexuel. Ça peut, là aussi, contrairement au harcèlement moral, il n'y a pas besoin de répétition. Ça peut être qu'une seule fois. Et les propos ou comportements peuvent venir de plusieurs personnes qui, même s'ils ne se sont pas concertés, caractérisent une répétition. Vous avez évidemment la discrimination. Là, le temps est trop court et nous allons bientôt terminer notre webinaire, mais vous avez la discrimination du fait du sexe, de la race, de la religion, du handicap, l'orientation sexuelle ou de quelque autre caractéristique légalement protégée. Et vous avez enfin le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement à travers les réseaux sociaux, les courriers électroniques, la messagerie interne, des réunions Zoom, des réunions Teams. C'est ce qu'on appelle la cyberintimidation. Soit elle se fait de manière détournée, à travers des rumeurs, des insultes, de la manipulation d'images ou autres comportements préjudiciables en ligne à l'extérieur de l'entreprise, soit elle se fait pendant le temps de travail au sein de l'entreprise à l'occasion de réunions. Donc, je répète, 4 types de harcèlement: harcèlement sexuel, harcèlement moral, le harcèlement discriminatoire et le harcèlement en ligne. Quelles sont les preuves, et je vais conclure là-dessus, pour apporter dans les cas d'harcèlement managérial? Bien sûr, des documents et des écrits. Il faut écrire, écrire, écrire. S'il n'y a pas d'écrit, vous ne pouvez pas remonter un harcèlement managérial. J'ai eu le cas récemment d'une salariée qui, pendant 5 ans, s'est dite harcelée, et elle l'était objectivement. Elle ne l'était pas souvent, mais elle l'était de temps en temps. Elle est restée dans sa boîte pendant 5 ans. Elle a eu 1 ou 2 arrêts de travail, mais n'a pas suffisamment explicité au médecin de travail les raisons pour lesquelles elle était en arrêt maladie. Eh bien, elle a dénoncé trop tard les agissements de son harceleur. L'entreprise en a pris toute la mesure, a licencié immédiatement cet harceleur, a évidemment diligenté une enquête interne. L'enquête interne, c'est l'alpha et l'oméga. Mais malheureusement, dans le cadre de cette enquête interne, eh bien, il est apparu que, effectivement, à part ma cliente, personne n'avait vraiment dénoncé les agissements de ce manager toxique. Et donc, elle s'est défendue en disant qu'elle était dans un très grand mal-être, elle voulait demander des indemnités transactionnelles extrêmement importantes. Alors, l'entreprise lui a concédé des barèmes, un montant transactionnel assez intéressant, mais s'est protégée en disant, eh bien, si Madame X avait dénoncé les faits suffisamment tôt, nous n'en serions pas là. Effectivement, la responsabilité du salarié, c'est de pouvoir documenter le harcèlement managérial toxique, et s'il ne le fait pas suffisamment, eh bien, effectivement, on pourra passer par des négociations en interne, négocier un licenciement adapté avec un protocole transactionnel adapté, je le fais tous les jours et j'obtiens des résultats très intéressants, mais on ne pourra pas obtenir des indemnités transactionnelles extrêmement importantes à côté des indemnités conventionnelles si la personne qui dénonce le harcèlement managérial dit toxique ne l'a pas fait remonter en temps et en heure et ne l'a pas suffisamment documenté. Donc d'abord des documents écrits, évidemment des témoignages, des attestations, déclarations écrites ou orales de collègues qui attestent des comportements observés ou de situations similaires vécues, des rapports médicaux, bien sûr, des certificats, des diagnostics attestant d'une dégradation de la santé physique ou mentale liée au contexte professionnel. Et là où c'est extrêmement important, et je vous invite à bien le noter, des enregistrements. Eh bien oui, si on enregistre, même sans que eh bien, c'est une preuve qui n'est pas caractérisée comme étant déloyale ou illicite, c'est-à-dire étant un enregistrement sans consentement. La Chambre sociale de la Cour de cassation a admis depuis un arrêt de décembre 2023, très important, que la preuve peut être apportée par tout moyen, y compris de manière déloyale ou illicite, c'est-à-dire, donc, comme je vous le disais, un enregistrement sans consentement. Mais attention, 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 attention à ce type de pratique. Parce que cette preuve qui aurait été, qui aurait été obtenue sans le consentement de la personne qui ne se s'est pas enregistrée, elle doit être indispensable à l'exercice du droit de la preuve et à l'atteinte au droit de l'autre partie,
Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'elle doit être entièrement proportionnée au but poursuivi. Donc oui, à pouvoir mettre en avant un enregistrement déloyal ou illicite. Attention, on ne peut pas le déposer comme ça from scratch au Conseil des prud'hommes ou devant un tribunal correctionnel. Il faut d'abord aller avec cet enregistrement chez un huissier et de faire retranscrire, pas avec un document d'huissier, toute la conversation et être sûr que c'est bien la voix de la personne. Donc oui à ce type de pratique, mais si et seulement si c'est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et à l'atteinte au droit et qu'il n'y ait pas d'atteinte à la dignité de l'autre partie. Donc, il faut faire attention que même lorsqu'on a été soi-même harcelé par un manager toxique, on ne peut pas diffamer trop le manager toxique. Et il faut aussi que ce soit donc proportionné au but poursuivi. Ça veut dire que si vous avez suffisamment de pièces dans votre dossier, eh bien, si vous fournissez un enregistrement qui a été fait donc sans consentement, eh bien, le Conseil des prud'hommes peut l'écarter en disant « Madame ou Monsieur, on a suffisamment de pièces dans votre dossier pour prendre notre décision ». L'enregistrement est intéressant lorsqu'on n'a pas suffisamment d'éléments, que le harcèlement managérial toxique se fait un petit peu comme dans la plupart des violences intrafamiliales en huis clos. Oui, dans ce cas-là, l'enregistrement peut être intéressant. Mais attention, c'est admis, mais il faut que ce soit tout à fait proportionné. Donc, j'en ai terminé sur la partie du salarié. Maintenant, le manager. Comment un manager, lui, peut se défendre lorsqu'il est accusé à tort de management toxique? Aujourd'hui, les statistiques disent qu'il y aurait 1,5 million de salariés en souffrance au travail. La question, c'est qui harcèle qui? euh, et comme je vous le disais au début de ce webinaire, la difficulté pour le manager qui est accusé à tort de management toxique, c'est de pouvoir prouver que sa hiérarchie lui met suffisamment de pression ou alors ne lui donne pas suffisamment d'indications pour bien manager et que de manière domino, eh bien, il harcèle sans le vouloir ses propres équipes. La fausse accusation de harcèlement moral, il faut savoir que c'est en quelque sorte tout bénéfice pour un employeur qui veut dégager, pardon de prendre ce terme-là, un manager dont il ne souhaite pas, avec qui il ne souhaite pas poursuivre sa collaboration. Si vous êtes un manager dont toutes les évaluations sont bonnes et à qui aucun reproche ne peut être fait, c'est assez facile, malheureusement, de trouver un collaborateur qui trouvera que vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça, et mettre en avant, on va dire, une forme de toxicité de votre management. Plus efficace est l'accusation de harcèlement moral sur les collaborateurs qui donc prend totalement au dépourvu le manager innocent et le déstabilise profondément. Et en général, les managers qui sont accusés à tort ne vont pas se défendre pour rester coûte que coûte dans l'entreprise. Ils vont préférer faire un départ négocié. J'accompagne beaucoup de managers dans ce sens. Donc moi, je déconseille beaucoup aux managers qui sont accusés à tort de management toxique de saisir la justice, le conseil du prud'homme, ou de porter plainte pour des accusations mensongères ou pour un dossier, une enquête interne qui aurait été montée de toutes pièces contre eux. Il vaut mieux négocier un joli chèque de sortie. Et ce que je négocie beaucoup pour les managers, ou même pour les salariés d'ailleurs qui sont harcelés et qui souhaitent aussi quitter l'entreprise, c'est évidemment les indemnités conventionnelles auxquelles n'importe quel salarié a droit, des indemnités transactionnelles, soit à minima conformes aux barèmes en cours, qu'on appelle toujours les barèmes Macron, c'est en fonction du nombre d'ancienneté, ou alors si le licenciement est vraiment sans cause réelle et sérieuse, eh bien, de demander beaucoup plus que les barèmes Macron, le double ou le triple des barèmes Macron. Et ce que je négocie aussi très souvent, c'est un budget formation qui peut être assez intéressant et assez substantiel et qui peut permettre à ce manager qui aurait été accusé à tort de management toxique de se refaire un peu une petite santé tout en touchant son chômage et de bénéficier d'une formation haut de gamme dans des grandes écoles de commerce ou dans des quelconques universités, mais en tout cas en prétendant à disposer d'une formation supplémentaire suite à son licenciement.
Ce que je négocie aussi, toujours en tant qu'avocat, dans le cadre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans un cadre évidemment tout à fait confidentiel, comme je vous l'ai dit, sans aller au prud'homme, sans porter plainte, c'est donc, comme je vous ai dit, à côté des indemnités conventionnelles, des indemnités transactionnelles, un budget formation qui peut être assez conséquent, entre 5 000, 20 000 et parfois 30 000 euros. Et ce que je négocie systématiquement, c'est une lettre de l'employeur qui va blanchir le collaborateur qui part. Donc, il va permettre, lorsque son collaborateur, surtout lorsqu'il est dans un milieu professionnel où tout le monde se connaît, de pouvoir arguer de conditions de départ assez, on va dire, cosmétiques, soft, du style « Monsieur Untel souhaite poursuivre son aventure professionnelle dans un autre domaine, nous lui souhaitons bonne chance, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour notre entreprise et pour ses excellents résultats, etc. » Et ce courrier aussi de l'employeur qui souhaite se débarrasser d'un de ses managers sous prétexte faussé de management toxique, eh bien, c'est aussi un troisième élément qu'on peut absolument négocier. Il faut savoir que les seniors sont particulièrement visés par ce type de licenciements litigieux qui sont sans cause réelle et sérieuse. C'est souvent des licenciements économiques qui sont déguisés. Et ça, malheureusement, ça peut être un grand choc pour des collaborateurs un peu âgés qui ont été irréprochables, âgés, c'est-à-dire plutôt en fin de carrière, pardonnez-moi ce terme, mais qui ont été irréprochables pendant toute leur carrière et à qui on va accuser brutalement de harcèlement moral, souvent sur la base d'une enquête qui est censée, l'enquête interne, qui est l'alpha et l'oméga pour justifier un licenciement, mais qui est souvent impartiale, qui est souvent effectuée par des cabinets extérieurs et qui manque parfois de transparence. Le pire, c'est lorsque c'est effectué vraiment en interne, c'est-à-dire par la direction RH. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très, très litigieux. Mais même lorsque l'enquête interne est diligentée par un cabinet extérieur, ça peut présenter sur le papier tous les avantages, on va dire, d'une forme d'impartialité, mais la difficulté, c'est que l'employeur, lui, il va se montrer comme étant extrêmement vertueux, puisqu'il mandate un cabinet extérieur pour faire une enquête interne et se débarrasser de ses managers toxiques, mais souvent, ces enquêtes internes peuvent être biaisées, même lorsqu'elles sont faites par des cabinets extérieurs. Donc malheureusement, dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas partir en guerre contre l'entreprise, même si les conditions de départ sont extrêmement vexatoires, parce que être accusé de harcèlement managérial toxique, c'est très blessant pour quelqu'un qui aurait été irréprochable pendant toute sa carrière. Moi, ce que je conseille, c'est de partir par la grande porte en négociant son départ. Pour avoir eu quelques clients qui n'ont pas tellement eu envie d'écouter ma stratégie et qui se sont obstinés à aller au prud'homme et au pénal pour faire valoir tous leurs résultats pendant toute leur carrière et leur interaction irréprochable pendant toutes ces années par les salariés, eh bien, sachez qu'en face, en général, les entreprises, elles ont une armada d'avocats, elles ont aussi ces cabinets extérieurs qui font des enquêtes internes. Et il suffit, comme je vous l'ai dit, c'est la jurisprudence constante, et c'est vous dire à quel point il est difficile d'être un manager aujourd'hui en France. Il suffit d'une sortie de route, même en fin de carrière, pour être licencié. Et ça, c'est très difficile à vivre, mais si on a manqué un petit peu de probité ou de loyauté à l'égard de quelqu'un de ses collaborateurs, ou qu'on s'est laissé aller à des propos qui n'auraient pas dû être adaptés, eh bien malheureusement, l'employeur peut s'emparer de ce seul épisode-là pour vous licencier. Donc, si je devais résumer en la matière, c'est que qu'on ait été un salarié qu'on soit un salarié qui est véritablement harcelé par un manager toxique, ou qu'on soit un manager toxique qui a tort comment dire, licencié pour harcèlement toxique, eh bien, la règle, elle est la même. Il faut avoir des écrits. Si vous êtes trop pressurisé en tant que collaborateur, eh bien, il faut des écrits et toute la somme de preuves ou de faisceaux d'indices que je vous ai étayés précédemment. Mais si vous êtes un manager
qu'on accuse d'être toxique, eh bien, il faut exactement les mêmes éléments de preuve. Donc, si vous êtes sous l'eau, vous avez du mal à gérer vos équipes, il ne faut pas hésiter à faire des mails. Là, des mails beaucoup plus formels que les collaborateurs, que ce que je conseillais pour les collaborateurs au démarrage du harcèlement qui se veulent plutôt informels. Il faut faire des mails formels, mettre en boucle la plupart de sa hiérarchie et dire je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas accompagné dans mon management, mes équipes sont en souffrance, quelle solution vous me proposez? Et ça, en général, ces écrits-là protègent de toute accusation de management toxique par la suite, ou alors permettent de se défendre, même de manière transactionnelle, lorsque vous êtes donc accusé à tort. Vous pouvez, moi j'ai eu un de mes clients comme ça, qui a démontré qu'il avait des très bonnes relations avec ses équipes, qu'il a fait des screenshots du groupe WhatsApp qu'il avait avec ses équipes, qui ont toujours été cordiales, jamais vulgaires, extrêmement respectueuses, de tout ce qu'il organisait pour ses équipes, pour des sortes de sorties de team building divers et variés. Et aussi, il a pu produire tous les mails qu'il avait envoyé à sa hiérarchie, au top management, à la direction de l'entreprise, pour dire que lui était en souffrance et que ses équipes aussi étaient en souffrance. Et j'ai pu négocier pour lui une très belle enveloppe transactionnelle et il a pu retrouver un travail très vite et aussi bénéficier d'une formation et d'un courrier de sortie tout à fait élogieux à son égard. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'ai essayé en 1 heure top chrono de vous transmettre la substantifique, moi, je dirais, comme le disait Rabelais, de ce qu'est la jurisprudence récente concernant le management toxique. Donc, il faut faire attention quand on est un manager, parce que quelle que soit sa posture, qu'on soit un manager chaleureux ou plus distant, eh ben, on n'est pas à l'abri d'être mis en question dans ses compétences managériales au regard de sa posture. Donc, il faut demander l'accompagnement constant de l'entreprise. Et lorsqu'on est un salarié, ben, il faut être attentif aux signaux forts et aux signaux faibles que peuvent recouvrir la notion de toxicité. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous avez la vision toxique systémique de l'entreprise, comme le harcèlement managérial institutionnel, qui est parfaitement rentré dans la jurisprudence depuis l'arrêt France Télécom. Et vous avez le harcèlement plus micro, c'est-à-dire à hauteur plus plus petite au sein d'une équipe ou tout simplement dans la relation face à face avec son manager qui est celui de harcèlement managérial toxique. Donc, dans le harcèlement managérial toxique, vous pouvez avoir non seulement des difficultés avec votre N+1, mais aussi des difficultés avec la culture d'entreprise générale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à signaler dans les écrits, c'est de ne pas simplement s'en prendre à son N+1, c'est aussi de pouvoir démontrer qu'il y a un mal-être qu'on peut constater, parce qu'en général, le mal-être, on ne le ressent pas seul, avec ses autres collègues ou au sein de l'entreprise de manière générale. Donc, toujours passer de la vision macro à la vision micro, la vision big picture et la vision au niveau du service lui-même ou du rapport avec le N+1 pour pouvoir justement attester qu'on subit un contexte de harcèlement managérial. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie de vos merci dans le chat. N'hésitez pas à me contacter. Là, je dois précisément filer à une audience au Prud'homme, donc j'aurais bien discuté avec vous un peu plus longtemps, mais en tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail, judith@buchinger-romain.com. Vous avez aussi mon numéro de téléphone. Vous aurez toute la documentation d'ici demain. Donc, si vous avez quelconque question que ce soit pour les salariés que vous accompagnez, pour vous-même d'ailleurs, peut-être que vous-même, vous pouvez être parfois en difficulté au sein de vos propres services, eh bien, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour vous répondre. Sachez aussi que le cabinet propose des consultations juridiques gratuites. Et sur ces questions-là, c'est extrêmement important. Vous avez certains avocats qui vont pousser des collaborateurs ou des managers faussement comment dire, catégorisés comme étant des managers toxiques, à aller tout de suite au prud'homme ou aller apporter plainte au pénal. Il faut faire très, très attention à ne pas rendre trop rapidement contentieux ce type de dossier. Et la meilleure des solutions, c'est
c'est de partir la tête haute, par la grande porte, avec des indemnités conventionnelles, transactionnelles, des recommandations, une formation. C'est la meilleure réparation possible lorsqu'on a subi des souffrances au travail. Malheureusement, et je termine là-dessus, force est de constater que la justice ne répare pas. Les délais sont extrêmement longs en matière pénale, en matière prud'homale. En matière prud'homale, vous avez des dossiers qui peuvent durer de 2 à 3 ans en première instance. En appel, si vous faites appel de la décision, vous en avez pour 5 ans. Et j'ai eu le cas avec quelques-uns de mes clients, et je tenais à attirer votre attention là-dessus, pour qui j'ai obtenu des bons, voire des très bons résultats, des dommages-intérêts vraiment conséquents au Conseil des prud'hommes. Et bien évidemment, l'entreprise en face fait appel de la décision. Ce qui fait que les seuls montants qui sont exécutoires, ce sont les indemnités conventionnelles. Mais tout ce qui est de l'ordre des dommages-intérêts, c'est un montant sur lequel l'appel fonctionne. Et vous ne touchez pas un centime avant 5 ou 6 ans. Et ça, c'est extrêmement dommageable. D'abord, il y a une dimension de l'ordre de la réparation, de l'ordre de la restauration de la dignité que la justice ne remplit pas toujours. Les délais au pénal, ça, vous le savez autant que moi, souvent, il y a des classements sans suite, si on n'a pas assez de pièces. Et lorsque ça n'est pas classé sans suite, vous avez des procès qui peuvent durer, en tout cas des procédures, jusqu'à ce que le procureur de la République souhaite instruire la plainte, que le juge d'instruction s'en empare, qu'une enquête ait lieu et qu'un procès ait lieu, vous pouvez attendre 3 ou 4 ans. Donc, ce que je conseille de manière absolument radicale, et c'est rare que j'ai un parti pris aussi définitif, c'est véritablement de négocier. Voilà, de négocier et de ne pas monter tout de suite sur ces grands chevaux, de ne pas solliciter tout de suite tous les services de l'entreprise, mais de faire appel à un avocat qui pourra utilement vous conseiller. Et de constituer des dossiers. Voilà, de constituer des dossiers. Si vous sentez un mal-être, n'attendez pas 3 ou 4 ans pour le manifester. Faites-le assez rapidement, de manière formelle et informelle, pour avoir le maximum d'éléments à mettre en avant. Et sachez que ces éléments-là, qui constituent un dossier, ils sont utiles, et vraiment j'en termine là-dessus, en matière de négociation. C'est-à-dire que en tout cas, moi, c'est ma manière de pratiquer, c'est que j'envoie toujours un courrier extrêmement circonstancié à l'employeur pour mettre en avant le mal-être du collaborateur que j'accompagne, qu'il soit un salarié stricto sensu qui subit du harcèlement managérial ou alors un manager qui est accusé à tort de harcèlement. Je fais un courrier extrêmement circonstancié et je fais un bordereau de pièces numérotées, organisées, avec les screenshots, avec les mails, avec les certificats médicaux, avec les attestations de collègues, pour que l'entreprise en face comprenne bien qu'on ne veut pas aller au contentieux, c'est-à-dire on ne veut pas aller au prud'homme ou au pénal. Cependant, on a déjà un dossier qui est extrêmement constitué. Donc, vous voyez, ça, c'est la subtilité de l'avocat qui, même lorsqu'il négocie, il met une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'employeur en disant « Attention, si vous ne voulez pas négocier, on a tous les éléments pour aller au contentieux. » Et en général, j'ai d'excellents résultats en la matière en négociant. En négociant ainsi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour les prochains webinaires qui vont porter sur le préjudice corporel, sur les actions de la vie, les actions du travail, les impacts sur la vie personnelle et professionnelle, et un autre sur les violences intrafamiliales et notamment comment est-ce qu'on peut protéger les enfants dans un cas de violence intrafamiliale ou de violence sexuelle. C'est malheureusement encore trop sous les feux de l'actualité et il faut absolument que je partage avec vous les avancées légales et jurisprudentielles. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et on se dit à bientôt. Au revoir.